quand j'ai séparé ces deux parties et que j'ai vu qu'il y avait à droite une jeune fille et à gauche une femme plus mûre, une maman, je dirais, quand vous séparez le tableau, vous verrez dans le livre, j'ai séparé les deux parties pour expliquer, vous verrez quand vous coupez le tableau en deux à la verticale et que vous séparez, c'est flagrant. Il y a vraiment, exactement. Il y a vraiment deux âges et deux états d'esprit. Il y a une vague de, je sais pas, 5 ans ou 10 ans qui est passée. C'est hallucinant, hein. C'est un morphing. C'est un morphing. C'est un morphing. C'est extraordinaire. Ouais. Et je me suis dit, il y a une jeune fille, disons 18 ans, une femme, et je cherchais en bas à gauche, dans le paysage, l'idée d'une mamie. Parce que je pensais qu'en fait, ça illustrait les phases de vie d'une femme. Bébé, puisqu'on a trouvé dans les rayons X et les infrarouges qu'on a fait sur la Joconde, on a trouvé un voile qui est un voile de grossesse, qui était sous les couches de peinture qu'on ne voyait pas avant. Donc c'était l'idée du bébé, la jeune fille à droite, la femme un petit peu plus âgée, la maman à gauche, et je cherchais l'idée d'une mamie en bas, à gauche dans le paysage, logiquement. Et en fait, ce que j'ai vu en pivotant le tableau, donc si vous avez le tableau en face de vous, vous pivotez le tableau d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et vous avez en plein milieu un rocher qui est contourné par un chemin en forme de S, et ce rocher, si vous le regardez bien, c'est la même Mona Lisa de profil. C'est-à-dire que ce rocher, si vous regardez, il y a le bras sur la coudoir, il y a la tête, il y a les cheveux, il y a le voile sur les cheveux, etc. C'est comme si Léonard de Vinci s'est mis sur le côté de son modèle et l'avait dessiné de profil. C'est Mona Lisa de profil quand on retourne le tableau, ce fameux rocher. Voilà, d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors le dessin est assez simple, hein. Au départ on se dit que c'est qu'un rocher, etc. Mais regardez bien, vous verrez que c'est la même Mona Lisa de profil. Ouais, je confirme. Et en voyant cette Mona Lisa de profil, assis sur un siège qui me paraissait un peu gros pour être un siège, qui avait plutôt l'air d'être un trône qu'un siège, j'ai pensé ça c'est Isis, parce qu'Isis c'est la déesse trône. Ok. Je connaissais pas plus la mythologie que ça, mais c'est des images comme si vous voyez un personnage avec des petites ailes au talon, par exemple, vous avez pensé à Mercure, Hermès, etc. Donc là j'ai vu une femme sur un trône. Pour moi, j'ai dit ça c'est Isis, et j'ai cherché un peu la mythologie, la légende, etc. Et je suis parti du postulat que le tableau racontait peut-être le mythe d'Isis et d'Osiris. Bien. Donc, voilà. Alors Thierry Galliet, on a bien compris comment avait fonctionné votre cheminement vers cette thèse. Est-ce que vous pouvez en quelques secondes, mais vraiment en quelques secondes Thierry, parce qu'il reste 4 minutes, nous raconter la légende d'Isis et Osiris, pardon? Oui. Alors Isis et Osiris. Donc Isis c'est une grande déesse très très connue par excellence. C'est vraiment la grande déesse par excellence. Et en fait dans la mythologie, Isis est mariée à Osiris. C'est son mari. Le beau-frère qui s'appelle Seth, S-E-T-H, est jaloux de l'union. Donc il décide de tuer Osiris. Pour ça, il fabrique un coffre sublime avec du bois précieux, etc., un immense coffre. Ouais. Et il dit, mais c'est un piège, il dit, voilà, il donne une soirée, une fête, et il dit, celui qui arrive à rentrer dans ce coffre, je lui offre le coffre. Osiris, qui est très très grand, qui est un géant, se met dans le coffre, il rentre exactement, c'est normal, c'était prévu pour lui, c'est ses mensurations, c'était un piège. À ce moment-là, Seth et ses complices referment le coffre, et ils jettent le coffre dans le Nil. Isis part à la recherche du corps de son mari sur une petite barque en papyrus. Le corps, entre-temps, a été découpé en 14 morceaux. Elle retrouve Isis 13 des 14 morceaux du corps d'Osiris. Il lui manque le 14e. Le 14e qui est le phallus. Elle fabrique un phallus en argile. Elle l'utilise pour se retrouver enceinte. Ouais. Et elle accouche d'Horus, H-O-R-U-S, qui va venger son père en attaquant Seth, celui qui a tué son père. Ok. Et voilà. Ça c'est la légende. C'est le mythe d'Isis et Osiris. Alors selon vous, Thierry Galliet, Oui. Léonard de Vinci, il s'inspire de ce mythe-là quand il peint le tableau. C'est-à-dire que le tableau raconte par le détail des épisodes le mythe d'Isis et d'Osiris, et ça tourne en boucle. C'est-à-dire ça tourne, tout le mythe est raconté dans le sens chronologique, dans l'ordre chronologique, et ce mythe est raconté tout autour de Mona Lisa, c'est-à-dire dans le paysage et même sur elle. C'est assez incroyable quand même comme découverte, Thierry Galliet, vous en conviendrez. Comment on réagit autour de vous quand vous expliquez ça? Alors au départ, les gens sont un peu sceptiques. Pas sceptiques, mais ils voient pas le rapport en fait entre la Joconde, parce qu'on a une image de la Joconde, et j'en conviens, c'est un tableau
très très simple. C'est-à-dire, a priori, c'est un portrait comme un autre, mais moi-même, hein, ça a pris du temps quand même pour le trouver, pour le découvrir. Mais quand on voit les images cachées, parce qu'en fait, c'est de l'anthropomorphie, c'est-à-dire la peinture anthropomorphique, c'est-à-dire une peinture d'images cachées. Quand on voit les images qui sont cachées à l'intérieur, on ne voit plus que ça. Et vous avez notamment le phallus dont je parlais tout à l'heure en argile, qui est visible sur le tableau. Qui paraît insensé, alors, mais Thierry Gallier, si je comprends bien, le corollaire finalement de tout cela, c'est le fait que vous vous dites, Léonard de Vinci était un type beaucoup trop intelligent pour peindre un tableau si simple. Alors, il pouvait peindre des tableaux très simples, mais enfin techniquement irréprochables pour des commandes. C'est-à-dire quand des gens lui commandaient, fallait bien qu'il vive. Il a été payé pour ça. Il a peint des gens très connus et très riches. C'était un truc éminemment bling bling de l'époque de faire son portrait par Léonard de Vinci. Et sur ces portraits-là, je pense pas qu'il s'amusait à cacher des images ou à faire des symboles. Mais celui-ci, contrairement à ce qui est écrit dans les livres d'histoire de l'art, moi je pense pas que ce soit une commande. D'abord parce qu'il a gardé toute sa vie avec lui. Toute sa vie, il s'en est jamais séparé, il a gardé toute sa vie, jusqu'à sa mort au Clos Lucé près d'Amboise. Il a retouché à l'infini, et je pense savoir pourquoi, c'est-à-dire pour cacher des images dans le tableau et pour utiliser ce qui était peint en rajoutant un petit trait, un petit truc pour rajouter des figures dedans, ce qui est un jeu de l'esprit formidable. Hein. C'est-à-dire quand vous partir d'une tâche qu'on a pu faire et se dire cette tâche elle fait presque un visage, vous rajoutez un petit trait, un truc et ça fait un visage. Et Léonard de Vinci a fait une composition comme ça extraordinaire en rajoutant et voilà. Alors Thierry Gallier, on arrive à la fin de cet entretien, on va évidemment inviter tous ceux qui nous écoutent à se plonger dans votre livre parce que sincèrement il est passionnant, il y a la chronologie de toutes vos recherches, de votre démarche et du cheminement intellectuel qui vous mène à cette thèse-là. La Joconde révélée aux éditions Maxines, 500 ans après sa création. Mais je voulais vous poser une dernière question Thierry Gallier, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant que le livre existe? Vous allez entrer dans un cercle très fermé, celui des historiens de l'art qui vont rire de vous, qui vont se moquer de vous. Vous les connaissez ces gens-là? Oui, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que le paradigme de pensée, c'est que Léonard de Vinci n'est pas connu pour être un peintre de l'anthropomorphie. C'est-à-dire on le connaît chez, par exemple, Dali, qui a fait des tableaux où quand vous regardez le tableau, vous voyez au bout d'un moment le portrait de Voltaire qui apparaît. Ou Dali, il est connu pour ça. Il a fait des tableaux, il cachait des images. Archimboldo, par exemple, il a fait des portraits, et quand vous rapprochez, vous voyez que c'est des fleurs, des fruits, etc. Vous dites, ah tiens, c'est fait uniquement avec des fruits, des fleurs. Mais c'est plus compliqué que ça. Voilà, Léonard de Vinci, il n'est pas connu pour être un peintre de l'anthropomorphie. Non seulement il l'est, mais c'est le plus grand de tous, parce que ce qu'il a fait est extraordinaire. Et j'invite je conçois qu'on puisse penser que c'est pas juste, mais si vous regardez le rocher dont on a parlé tout à l'heure. Ah bah moi je l'ai regardé et je peux vous dire ce que vous dites est juste. Si on retourne le tableau, sens inverse des aiguilles d'une montre, un quart de tour, on s'aperçoit que c'est la Joconde de profil. Alors, je le disais, on va se plonger dans votre bouquin pour en savoir plus, mais là où je voulais en venir, c'est que vous allez défendre cette thèse-là officiellement aujourd'hui, Thierry Gallier ? Ah oui, absolument, oui, absolument. Je sais que Léonard de Vinci est comme je disais, un peintre de l'anthropomorphie et qu'il a fait des tableaux qui ont un charisme qui dépasse l'énoncé de leur qualité. C'est-à-dire c'est un beau tableau où il est bien composé, où il est original, etc. Quand il y a un charisme supplémentaire au tableau, en général, il y a quelque chose dedans, et ce quelque chose, c'est souvent soit des images, soit un jeu visuel qui donne le charisme au tableau. Bien, c'était passionnant de vous écouter nous parler de la Joconde aujourd'hui, Thierry Gallier. Avec plaisir. Édition Maxines, Isis, la Joconde révélée, le bouquin est vraiment bien, en plus il coûte pas cher, donc on peut se faire plaisir. D'accord, et puis il est en vente dans les librairies ou sur le site des éditions Maxines ou sur Amazon. Merci beaucoup Thierry Gallier. Merci à vous, merci de votre accueil.